Parti. T'as une phobie? Ouais. J'ai peur. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai peur d'être handicapé. C'est-à-dire que quand je croise un mec en fauteuil, j'y arrive pas, quoi. Je flippe. Même les handicapés physiques. C'est quoi ton truc? C'est le handicap que tu peux pas voir. Tu vois, genre les maladies de longue durée, des douleurs chroniques, des secours. Pas toujours le truc, c'est considéré comme des handicaps invisibles. Sérieux ton truc? Bah oui, ça t'ouvre des droits, plein d'avantages et puis ça améliore tes conditions de travail. Et comment je fais pour la reconnaître, moi? Tu peux pas. Attends, je crois même que avoir des phobies, c'est considéré comme un handicap. Tu peux peut-être faire une demande de RQTH. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le handicap invisible. Je suis donc Julie Fouquet, psychologue du travail. Je fais partie du groupe Sofaxis et je suis ravie de vous accueillir. Je suis accompagnée de Patrice Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Alors Patrice Mathieu, responsable du développement de l'offre RH chez Sofaxis, société du groupe Reliance. Et nous avons le plaisir de parler avec vous aujourd'hui du sujet du handicap invisible. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Reliance, petite introduction. Reliance, c'est un groupe mutualiste européen spécialisé dans l'assurance et le management des risques. Et Sofaxis est une des sociétés du groupe Reliance qui travaille plus particulièrement pour les acteurs territoriaux depuis 35 ans et qui intervient principalement dans le domaine de la protection sociale et les services en management des risques. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, comme nous l'avons dit, le sujet du handicap invisible. Vous avez vu la vidéo de présentation, puisqu'en fait, nous sommes dans la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et cette semaine se déroule entre le 14 et le 20 décembre, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain, cette année encore. Donc du coup, vous êtes invités à participer à ce grand événement. Alors aujourd'hui, c'est intéressant, les choses évoluent. Nous constatons encore que trouver un emploi pour les personnes handicapées était 2 fois plus compliqué que pour le reste de la population, alors que le niveau d'engagement de ce type de personnes reste très important. Cela va être donc l'occasion de nous interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter leur insertion professionnelle. C'est un moment d'échange et de partage où on va pouvoir informer, sensibiliser, mettre en œuvre des actions concrètes pour faciliter leur recrutement. Et j'imagine que chacun de vous a déjà engagé un certain nombre d'actions concrètes et vous pourrez nous en faire part. Alors, ce que je vous propose dans ces 3 quarts d'heure qui vont nous tenir, vous avez quelques règles de fonctionnement comme tout webinaire, parce qu'en fait maintenant vous commencez à connaître un petit peu notre mode de fonctionnement. Vous avez en bas à droite de votre écran un chat de discussion qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions. Si vous avez des problématiques d'ordre technique, vous pouvez exprimer directement sur ce chat et interagir avec notre collègue Kili Diaz, que vous ne voyez pas à l'écran, mais que je remercie également et qui va essayer de répondre à toutes vos problématiques de connexion éventuelles. Et enfin, comme d'habitude, on vous a préparé un petit support en fin de webinaire qui sera disponible dans les prochains jours sous forme de newsletter que vous recevrez par mail, où vous pourrez retrouver le replay du webinaire, le support de présentation, ainsi que les réponses à toutes les questions que vous nous aurez posées pendant ces 3 quarts d'heure. Cela étant dit, comme nous avons beaucoup de choses à faire dans ces 3 quarts d'heure, ce que je vous propose, c'est rentrer dans le vif du sujet, notamment le sommaire de ce webinaire.
Alors, nous allons voir dans un premier temps comment... Ah, excusez, on est passé à la slide suivante. Voilà. Nous allons voir comment mieux connaître le sujet du handicap invisible pour lutter contre les idées reçues. Puis nous verrons comment apprendre à agir et prévenir les situations au quotidien. Et enfin, comment travailler en collaboration en organisant des partenariats. Alors, Julie, justement, par rapport à ce sujet, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est concrètement un handicap invisible? Alors oui, merci Patrice de me poser cette question. Donc avant tout, en effet, dans ce webinaire, on a souhaité revenir sur la notion de handicap. Finalement, quelle est l'origine du mot handicap? On peut se poser la question. Donc en fait, le mot handicap, à l'origine, c'est un mot anglais qui veut dire hand in cap. Donc, l'origine de ce mot est à trouver en fait dans un jeu de hasard au XVIe siècle, un jeu de hasard qui était pratiqué en Irlande du Nord et qui visait en fait à échanger des objets personnels, des lots en fait d'objets personnels. Et il y avait un arbitre qui était chargé en fait de peser, de faire des équivalences de lots. Et en fait, la différence négative qu'on pouvait constater entre ces différents lots s'appelait le handicap. Donc, petit à petit, ce mot a été repris dans le milieu hippique, au golf, etc., pour petit à petit connaître en fait la signification que l'on utilise aujourd'hui, le handicap. Donc, cette notion de handicap, elle a été redéfinie finalement plusieurs fois à travers l'histoire. Et la dernière définition que l'on connaît, qu'on en trouve, est issue en fait de la loi du 11 février 2005 qui porte sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, on pourrait même dire des personnes en situation de handicap. Cette loi-là, redéfinie, elle a impacté un certain nombre de choses en lien avec le handicap, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de tous les droits et la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, pas uniquement le domaine professionnel, le domaine du travail, mais elle a impacté un certain nombre de domaines. Et puis, on a aussi aujourd'hui donc une définition du handicap qui a inclus, donc quelles sont les grandes avancées par rapport à cette loi, c'est qu'on a inclus en fait dans le handicap la notion de trouble psychique, par exemple, qui est un des handicaps invisibles, puisque ce qu'on entend par trouble psychique, ça va être par exemple tout ce qui est problématique de troubles anxieux, de troubles psychotiques, de troubles névrotiques aussi, etc., etc. Donc, ce sont des handicaps qui ne se voient pas forcément de prime abord. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'effectivement, les troubles psychiques peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais on y reviendra. Et donc, ces troubles-là peuvent aussi bénéficier finalement d'accompagnement spécifique de part des partenaires extérieurs, des structures qui peuvent aussi intervenir sur ce type de handicap aujourd'hui. Donc, la définition que l'on connaît du handicap actuellement est issue de la loi du 11 février 2005 et celle-ci constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà, donc cette définition, elle est relativement longue, très complète. Elle se veut en fait, oui, très complète dans le sens où elle englobe, donc plusieurs formes de handicap. Donc, le premier aspect de cette définition, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Donc, elle pose de prime abord, en fait, le fait que constitue un handicap, le fait de ne pas pouvoir faire comme tout le monde, en fait, de ne pas pouvoir participer à la vie en société comme tout le monde. Mais elle est complétée effectivement par des altérations qui sont liées aux fonctions physiques, sensorielles, mentales ou cognitives ou psychiques, contrairement par exemple à la définition de l'OMS qui inclut le handicap social, par exemple, contrairement à cette définition-là. J'avance et je voulais juste faire un zoom pour définir la notion de handicap sur justement la séquence de Wood dans l'OMS qui définit 3 composantes dans le handicap, à savoir la déficience, l'incapacité, le désavantage. Dans la déficience, en fait, on parle de déficit lésionnel. On est handicapé par exemple, une déficience de l'audition pour une personne sourde.
L'incapacité, donc l'incapacité, ça va concerner l'invalidité ou l'atteinte fonctionnelle. Je suis handicapée pour entendre, par exemple, lorsqu'on a un déficit de l'audition. Et enfin, le désavantage, je suis handicapée si j'ai besoin, effectivement, d'entendre des signaux, par exemple, pour faire telle ou telle activité. Et dans cette nouvelle notion du handicap, il y a eu quand même une évolution des termes. Dans cette définition actuelle du handicap, on est vraiment dans la notion de désavantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on est en situation de handicap, on ne met pas l'accent sur la déficience, on met l'accent sur la situation en tant que telle. Donc, par exemple, une personne qui a une atrophie de la main, une atrophie du doigt, mais qui a toujours appris depuis toujours à compenser, qui a un travail administratif, qui est responsable, etc., il ne va pas être en situation pour lui de handicap puisqu'il peut il peut participer à la vie, la société, il peut faire le travail qu'il souhaite comme il le souhaite, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Par contre, par exemple, une personne qui est pianiste et tout d'un coup qui a un problème à la main, lui, ça va avoir un impact très important sur sa vie puisqu'il ne va plus pouvoir continuer à être pianiste et donc lui, il va être en situation de handicap. Donc c'est bien la différence majeure sur laquelle on appuie les choses. En fait, on est vraiment handicapé si on est dans une situation qui nous empêche d'eux. Alors, plusieurs formes de handicap. Aujourd'hui, voilà, vous avez plein de pictogrammes sur cette planche qui caractérisent un petit peu la diversité des formes de handicap possibles. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. On reconnaît assez facilement certains, peut-être moins pour d'autres. On a ici sur cette planche le handicap auditif, le handicap visuel, le handicap psychique, les allergies, les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, le handicap cognitif, etc., etc. Donc, on a effectivement un certain nombre de handicaps. Bien souvent, en fait, le fauteuil roulant représente est un peu le symbole de la notion de handicap. Mais c'est loin d'être le plus représentatif, finalement, puisqu'il y a plein d'autres formes de handicap. Donc, la notion de handicap, d'année en année aussi, on a souhaité, et il y a eu un souhait quand même de faire évoluer les représentations autour de la notion de handicap, parce que pour bien des personnes, le handicap égale fauteuil roulant, alors que la réalité fait que la majorité des personnes en situation de handicap ne sont pas forcément en fauteuil roulant. Donc justement, on vous propose, donc c'est un webinaire et normalement c'est pas très interactif, mais on a la possibilité d'interagir avec vous via un petit sondage. Donc on vous propose une question. Parmi les différents types de handicap, selon vous, quelle est la part du handicap invisible justement? Je vous ai présenté là sur la planche précédente un certain nombre de handicaps. Est-ce que vous avez une idée? Donc, Kili, tu peux lancer le sondage du coup, parce que vous allez pouvoir, dans la partie sondage, répondre à cette question, à savoir, voilà, est-ce qu'il y a 6%, 15%, 57% ou 80% de formes de handicap qui sont invisibles selon vous? Donc, vous avez un bouton en bas à droite, sondage. Voilà. Donc, dans sondage, vous allez avoir la possibilité de répondre à cette question. Et normalement, on va pouvoir avoir le résultat. Alors, ce n'est pas dans le chat, mais dans le sondage qu'il faut que vous cliquiez. Ça va nous permettre en fait d'avoir le pourcentage de réponses. Donc, je vois que dans le chat, il y a plusieurs types de réponses, 57, 15, 80. Alors, quelle est la majorité des réponses? Pour Qu'est-ce qu'il nous dit, Kili? Bon. Kili, est-ce que tout le monde a répondu? Alors, tu ne vois pas, Julie, mais moi, je vois. On a 40% qui ont exprimé des votes sur les 80%. A priori, qui sortent en tête. Ça bouge encore. C'est entre 80 et 57% à égalité. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vous donne la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est 80%. En fait, il y a 80% de handicaps qui sont invisibles. Alors, on inclut là-dedans le handicap visuel, le handicap psychique, le handicap intellectuel, les maladies invalidantes, le handicap auditif,
voire moteur, hein, pour certaines personnes qui ont des difficultés. D'ailleurs, en tant que psychologue du travail, moi, j'interviens beaucoup dans tout ce qui est maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que j'interviens en accompagnement pour des personnes, pour des agents du territorial ou de la fonction publique hospitalière qui, à un moment donné, ont un accident, une maladie et ne peuvent plus exercer leurs fonctions comme avant. Et donc, il y a un bon nombre de personnes, d'ailleurs, je n'ai pas mis de questions sur ce chiffre-là, mais beaucoup de handicaps s'acquièrent au cours de la vie plutôt qu'à la naissance. Et il y a un certain nombre de handicaps en lien avec le travail, notamment, hein, que ce soit des maladies professionnelles ou des accidents du travail, qui s'acquièrent au travail, malheureusement. Donc, des problèmes de dos, des problèmes de troubles musculo-squelettiques. Toutes ces personnes-là sont en situation de handicap, puisqu'à un moment donné, elles ne peuvent plus réaliser leur travail et elles doivent bénéficier soit d'un aménagement de poste, soit d'un reclassement. Et quand on a des problèmes de dos, quand on a des problèmes d'hernie discale, quand on a des problèmes de tendinite, qu'on a des problèmes d'articulation, bref, de TMS, on est en situation de handicap, mais ça ne se voit pas forcément, puisque on va marcher, on va participer, voilà, ça ne se voit pas de l'extérieur, on n'a pas de fauteuil roulant, on n'a pas d'outils de compensation du handicap qui affichent en fait qu'on est en situation de handicap. Et donc voilà, en fait, comme je vous le disais, souvent on pense, quand on pense handicap, si on n'est pas spécialisé dans le domaine, etc., voilà, on pense fauteuil roulant, mais en fait, je crois que le fauteuil roulant, c'est un des handicaps les moins représentés parmi toutes les formes de handicap. Voilà. Alors, aujourd'hui, selon la loi du 11 février, quand on regarde un petit peu, même sur Internet, les différentes informations, on va trouver 4, 5, 6 grands types de handicap. Tout dépend effectivement comment ils regroupent les choses, puisque parfois, on a par exemple déficience auditive et déficience visuelle qui sont regroupées sous la déficience sensorielle. Donc voilà, on peut se retrouver en fonction. Puis là, il n'y a pas le polyhandicap qui est ajouté, mais voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout dépend un petit peu de quels sont les noms qui sont donnés, mais on retrouve tout le temps les mêmes. On a les déficiences auditives, les déficiences visuelles, les déficiences intellectuelles ou handicap mental, type trisomie, autisme, etc. Tout ce qui est déficience psychique ou maladie mentale, et là, on va retrouver tout ce qui concerne, par exemple, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, la schizophrénie, la dépression, etc. Les maladies invalidantes et les déficiences motrices. Voilà. Donc, vous voyez, seulement 3% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant et plus de 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc, une des avancées de la loi du 11 février, c'est l'intégration des déficiences psychiques ou maladies mentales au titre du handicap et donc des reconnaissances, puisque en France, aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides, on doit faire une démarche administrative qui s'appelle se faire reconnaître en tant que personne en situation de handicap et donc bénéficier d'une RQTH. C'est ce qu'on entendait dans le petit film vidéo qu'on vous a présenté au début du webinaire. Donc, c'est une démarche administrative qui permet derrière, une fois qu'on l'obtient, de bénéficier d'un certain nombre d'aides. De pouvoir faire appel à un certain nombre de professionnels. Donc, tout le réseau de professionnels qui existe en France pour faciliter l'accès à l'emploi, pour faciliter l'accès à tout un tas de choses, ça passe par une démarche administrative. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les professionnels, par exemple, du maintien dans l'emploi, type Cap Emploi, type SAMET, peuvent intervenir aussi au titre des déficiences psychiques, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant 2005. Alors, deuxième sondage que je vous propose ici, quelle est la proportion de la population qui souffrira d'un handicap psychique justement au cours de sa vie selon vous? On propose 4 réponses, 5%, 10%, 25%, 50%. Je vous laisse répondre, je vous laisse quelques secondes pour accéder à la partie sondage et cliquer sur une de ces 4 réponses. Donc là, ça répond bien. On a en tête 50%. Pour à peu près la moitié des personnes ont mis 50% et 36%, 25%. D'accord, ok. Alors écoutez, j'avance. Du coup, dans la réponse en question, là, c'était 25%, sachant que c'est un sondage qui existe, qui n'est pas de 2022. Et effectivement, je me demande si petit à petit, ce chiffre n'aurait pas augmenté. On connaît actuellement en fait une crise quand même on a connu une crise sanitaire, on connaît la guerre en Ukraine, on connaît une crise écologique. Et tout ce contexte que l'on connaît actuellement impacte sérieusement en fait la santé psychique et la santé mentale de tout le monde.
Et donc, je me demande si ce chiffre n'a pas augmenté. Mais voilà, sur ce sondage, on avait une personne sur 4 qui souffrira d'un handicap psychique au cours de sa vie, que ce soit des troubles de la personnalité, de la dépression. Et 85% des handicaps sont acquis, voilà, si je l'ai mis, sont acquis au cours de la vie. Nous pouvons donc tous être concernés par une situation de handicap finalement. Donc, la première étape, donc ce qu'on est en train de partager ensemble, là, finalement, c'est une première étape que vous pourriez, ces informations que vous pourriez échanger, débattre avec les professionnels dans votre collectivité, dans votre établissement, pour pouvoir démystifier la notion de handicap. Le premier travail qui est à faire finalement autour de ça, c'est une démystification autour de la représentation du handicap, puisque chacun peut avoir une représentation qui lui est propre en fonction des personnes qu'il connaît autour de lui, d'une forme de handicap, etc. Donc, la première étape, c'est de sensibiliser, d'informer, de partager, d'échanger autour de cette notion et d'échanger autour de la réalité même du handicap. Alors, donc la question de la reconnaissance, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, une des premières étapes aussi, si on est en situation de handicap, c'est de faire une démarche en fait de reconnaissance. Cette démarche de reconnaissance, c'est une démarche administrative. Il faut s'adresser auprès de la maison départementale du handicap. Donc, comme son nom l'indique, il y a une maison départementale du handicap par département. Ça aussi, c'est une restructuration issue de la loi du 11 février 2005. Avant 2005, on parlait de cotorep, de ces fameuses commissions qui visaient à étudier les dossiers des personnes bénéficiaires pour pouvoir derrière avoir cette fameuse reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et pouvoir, elles faisaient d'autres choses, et pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Donc, à l'issue de la loi du 11 février 2005, on a souhaité rassembler un certain nombre de professionnels au sein même de ces maisons départementales du handicap pour faciliter les démarches des personnes, pour éviter de faire plusieurs structures et rassembler sous cette même entité un certain nombre de démarches. Donc aujourd'hui, pour pouvoir se faire reconnaître, il faut s'adresser à la maison départementale du handicap pour pouvoir constituer un dossier avec son médecin traitant et établir son projet de vie pour pouvoir bénéficier derrière des aides. Donc, c'est des démarches en général qui demandent un certain temps. Selon les départements, il faut des fois plusieurs mois avant d'obtenir cette reconnaissance, mais c'est une démarche qui est importante puisqu'elle permet en fait, vraiment quand on travaille, si on a besoin d'un aménagement de poste, de financer par exemple un aménagement de poste, de financer une formation, de financer un bilan de compétences par exemple, si on a besoin d'être reclassé professionnellement. Ça permet d'avoir d'autres aides, potentiellement pour les personnes justement qui ont un handicap auditif, on peut financer les appareillages. Il y a des outils comme ça qui sont des prestations qui sont connues, d'autres moins. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'informer en fait les potentiels bénéficiaires pour qu'elles puissent savoir à quoi sert cette reconnaissance, quel est l'intérêt pour elles de se faire reconnaître. La reconnaissance donc, est une démarche administrative, comme j'ai indiqué. Elle peut parfois être perçue comme lourde, voire source de questionnement, puisque on vous a mis un verbatim, là, on peut se dire, moi je me considère comme tout le monde, même si je suis en situation de handicap, je suis consciente que j'ai potentiellement des difficultés, mais on me demande de me faire reconnaître handicapée, et donc c'est en quelque sorte cette démarche, elle est à l'encontre de ce que je désire, qui est d'être comme tout le monde finalement, et finalement on me colle une étiquette. Donc, c'est ce qu'on peut se dire, comme ça, de premier abord, faire une reconnaissance, avoir un papier administratif, est-ce que ça va être dans mon dossier, est-ce qu'on va le savoir? Voilà, donc il y a besoin de communiquer auprès des personnes concernées sur le caractère confidentiel, sur les conseillers, à qui elles doivent s'adresser pour faire le dossier, et surtout, quel intérêt elles ont à le faire. Il y a tout un tas d'intérêts qui peuvent concerner à la fois, comme je vous l'ai dit, le fait de bénéficier d'aide pour pouvoir obtenir et avancer dans son projet professionnel, mais ça peut être aussi pour des personnes qui ont un handicap assez important, de départ à la retraite plus tôt. Ça peut être tout un tas de choses en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir en interne bien identifier cela pour pouvoir bien communiquer auprès des personnes bénéficiaires. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette notion de handicap, c'est que le handicap est vraiment multiforme. Aujourd'hui, il y a tout un tas alors, il y a certaines pathologies qui sont difficiles à faire reconnaître, mais petit à petit, ça s'élargit de plus en plus. Par exemple, la fibromyalgie, par exemple, l'endométriose. Ce sont des pathologies qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
alors que, bah, voilà, il y a peut-être quelques années de ça, ou peut-être que certaines personnes ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier de ce type de reconnaissance, alors que ça peut avoir un intérêt qui est, bah, voilà, tout simplement dialoguer déjà autour des problématiques qu'on peut avoir. Si je suis amenée à être absente parce que j'ai des douleurs, parce que j'ai des rendez-vous médicaux qui sont imposés et que je peux pas maîtriser, et ben, voilà, déjà dialoguer avec son responsable, son RH, et avoir cette reconnaissance, bah, ça permet aussi de bénéficier, par exemple, de prise en charge plus importante au niveau des arrêts de travail si je ne peux pas faire autrement. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être comme ça importantes à prendre en compte. Donc, le handicap est multiforme. Il peut être lié aux déficiences de la personne, à son état de santé, son âge. La personne peut être atteinte à des degrés différents d'une ou plusieurs déficiences. Hein. C'est notamment le polyhandicap qui associe une problématique de déficience psychique, mais aussi motrice. La situation de handicap peut être temporaire ou permanente. Hein. Je peux être à un moment de ma vie, si je prends la définition de l'OMS ou de la définition d'ailleurs du Conseil 2005, une personne peut être en situation de handicap à des moments. Par exemple, quand je suis selon l'OMS, si je suis en poussette et que je veux accéder avec mon enfant à une boulangerie où il y a des marches, par exemple, et que je ne peux pas monter, etc., bah là, de façon temporaire, je suis en situation de handicap par rapport à une autre personne parce que je n'ai pas accès comme tout le monde à la boulangerie. Voilà, c'est un peu extrémiste, mais c'est bien la volonté en fait de cette nouvelle définition qui est d'accentuer le handicap sur la notion de situation plutôt que la déficience en tant que telle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au tout début, quand elle est sortie la loi et que les collectivités devaient recenser officiellement les personnes bénéficiaires de la loi, bah, pouvaient être confrontées à des personnes qui, pour elles, étaient en situation de handicap. Par exemple, un directeur de service technique qui a justement une atrophie de la main. On lui demande de faire la reconnaissance en qualité de trait handicapé. Et puis, il ne veut pas parce que lui, il ne se sent pas en situation de handicap. Ben oui, parce que lui, il a beau avoir une déficience de la main, il n'est pas en situation de handicap. Voilà. Et donc, ce handicap peut être visible ou invisible. Donc ça, c'est une notion importante à retenir. Hein. Le handicap est bien considéré comme une caractéristique inhérente à la personne, non pas comme une caractéristique inhérente de la personne, mais comme le produit de l'environnement et du contexte social. Si mon environnement n'est pas adapté, je suis en situation de handicap. Voilà, donc ça, c'était juste quelques rappels sur c'est quoi le handicap et comment on considère le handicap aujourd'hui. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, en termes de terminologie, de mots, hein, on va le voir, on n'utilise pas n'importe quel mot aujourd'hui parce que les mots ont un sens, induisent un certain nombre d'idées, d'a priori. Et donc, dans la manière de communiquer, il faut aussi choisir les bons mots. Donc, deuxième partie. Merci Julie, c'est parfaitement clair. Hein. Alors justement, pour cette deuxième partie, comment Sofacsis se positionne comme manager des risques face à ce sujet de l'inclusion des agents en situation de handicap invisible? Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Tout à fait. Donc, effectivement, bah, agissons hein, sur ces situations. Et pour pouvoir agir sur ces situations, je dirais 3 leviers. La première étape, c'est déjà de communiquer en fait en interne sur votre politique handicap, tout simplement. Donc, j'ai identifié là sur le schéma 3 types d'actions possibles. 1, informer. 2, détecter. 3, accompagner. Qu'est-ce que j'entends par informer? Donc informer, communiquer, en fait, c'est-à-dire que la première étape, c'est déjà de définir les moyens d'agir, c'est-à-dire de vous interroger en interne sur quelle politique handicap, quels moyens, en fait, vous souhaitez déterminer, identifier, mettre en place pour pouvoir agir sur les situations. Donc, il s'agit de bien identifier les ressources en interne que vous avez, éventuellement identifier les ressources en interne et voir créer des partenariats avec des personnes extérieures si vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires en interne. Et puis, être transparent, en fait, sur cette politique handicap. Est-ce que vous recrutez des personnes en situation de handicap? Quelle politique de maintien dans l'emploi vous mettez en place? De prévention de l'usure professionnelle, ça fait partie de la politique handicap. Comment vous sensibilisez les personnels? Vous formez les agents, les responsables à accueillir au sein de leur service des personnes qui présentent des difficultés, etc., etc. Donc, c'est vrai que la première étape, je dirais que c'est démystifier aussi la notion de handicap, créer un climat de confiance pour tout simplement faire en sorte que les personnes déjà qui
qui sont bénéficiaires de la loi, parce qu'on peut être bénéficiaire de la loi et donc avoir des aides possibles pour accompagner justement au maintien d'emploi sans pour autant avoir une RQTH. Mais voilà, il faut déjà informer un peu l'ensemble des agents sur cette notion de handicap, sensibiliser un petit peu comme on l'a fait en tout début de webinaire, pour pouvoir déjà donner une information claire sur, voilà, le handicap, c'est pas que le fauteuil roulant. Potentiellement, il y a un certain nombre de personnes souvent qui peuvent bénéficier de cela et qui peuvent bénéficier d'aide, d'accompagnement du service RH, des acteurs du maintien dans l'emploi au sein de la collectivité. Et donc, pour ça, il faut expliquer l'intérêt. Donc, un, c'est communiquer. Deux, ça va vous permettre, mieux vous communiquer, plus vous créez un climat de confiance, plus ce sera facile de détecter et de faire connaître les personnes. Donc, identifier les personnes qui peuvent être en difficulté. Donc, ça va être aussi, par exemple, avoir un regard sur l'absentéisme, un regard sur les indicateurs d'usure professionnelle pour pouvoir anticiper les situations d'agents qui auraient besoin d'un aménagement de poste ou éviter l'inaptitude, par exemple. Et les informer sur les droits et actions possibles pour elles. Ça va être aussi de leur expliquer les partenariats que la collectivité a montés avec des personnes extérieures qui peuvent accompagner les situations, faire appel à un ergonome, faire appel à du soutien psy, faire appel à tout un tas d'aides possibles. Et enfin, l'accompagnement, je dirais que ça va être justement l'accompagnement à l'aménagement de poste pour pouvoir compenser le handicap. Ça va être l'accompagnement des équipes également pour pouvoir parfois redéfinir une organisation du travail, pour pouvoir préparer le collectif aussi, pour pouvoir démystifier autour de certains handicaps qui peuvent des fois générer des craintes, des peurs ou de ne pas savoir comment se comporter. Et de former aussi le manager dans l'accueil et l'intégration d'une personne en situation de handicap. C'est aussi prévenir l'usure professionnelle, comme je l'ai déjà dit, toutes les actions qui vont viser à anticiper, accompagner, prévenir les risques font partie d'une politique globale autour du handicap. Donc, communiquer, on va trouver 3 types de communication. C'est communiquer, c'est-à-dire informer en fait les agents sur quelle est la politique handicap, quels sont les moyens, vers qui se tourner en cas de difficulté. Moi j'ai une situation, mais je ne sais pas à qui je dois le signaler. Voilà, quels sont les acteurs autour de ce sujet. Encourager la déclaration auprès du service RH pour pouvoir connaître un petit peu les droits auxquels on a droit et favoriser un climat de confiance, ça c'est l'objectif. Sensibiliser, donc il y a plein de façons de sensibiliser et d'échanger autour du handicap. Ces actions de sensibilisation, elles visent à lever les freins, à libérer la parole autour de ce sujet, démystifier, élargir en fait la connaissance que l'on a du handicap auprès des personnels pour pouvoir encore une fois créer un climat de confiance. Donc, on vous a mis en dessous à chaque fois différentes actions possibles. Je sais qu'il y a certaines collectivités qui justement organisent ce qu'on appelle des cafés prévention autour de la thématique du handicap, par exemple, où on peut faire intervenir des intervenants extérieurs avec plein de formes différentes. Ça peut être du café-théâtre, ça peut être de la vidéo, ça peut être... il y a tout un tas d'outils possibles pour pouvoir échanger sur le sujet. Nous, on propose aussi, par exemple, un module e-learning pour sensibiliser, par exemple, les encadrants à avoir déjà un certain nombre d'informations sur le sujet. On a aussi une offre de formation autour de la sensibilisation, justement, avec une pédagogie immersive en réalité virtuelle, c'est-à-dire que, au titre de la sensibilisation, par la réalité virtuelle, les gens vont être plongés en fait dans une situation quasi réelle qui est reconstruite par la réalité virtuelle pour pouvoir se mettre à la place d'eux en fait et voir effectivement quelles sont les réactions, etc. Ça permet en fait de lancer vraiment le débat autour de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a perçu, etc., etc. Donc, il y a vraiment plein d'outils aujourd'hui qui existent pour pouvoir sensibiliser. Et enfin, dernier volet, c'est la formation. Donc là, la formation, elle vise par exemple la direction, tout simplement, à construire une politique de handicap. Elle vise les acteurs de la prévention à accompagner les personnels. Elle vise les encadrants également à accueillir, par exemple, une personne en situation de handicap, à aménager le poste, etc. Donc nous aussi, on propose des formations. Voilà, on vous a mis quelques exemples là en bas. On a une formation qui s'intitule « Construire sa politique handicap » qui s'adresse justement à la direction et aux acteurs de la prévention pour pouvoir aider la collectivité à faire le point et à construire sa politique handicap.
On a des formations plus spécifiques autour des encadrants qui s'adressent plus aux encadrants, aux managers. Par exemple, conduire un entretien de réaccueil, qui est un type d'entretien qui se pratique auprès de personnes qui, justement, présentent des arrêts répétitifs ou des arrêts longs, pour pouvoir préparer le retour au travail. Et on a une formation sur l'accompagnement des agents en situation d'inaptitude au reclassement professionnel. Donc, voilà, on propose aussi des formations sur cette thématique. Alors, communiquer, donc comme je vous le disais, communiquer, c'est aussi utiliser les bons mots. On vous a mis quelques exemples sur cette slide. Voilà, à choisir entre ces différentes formulations. Vous voyez, un handicapé ou une personne handicapée ou en situation de handicap. Là, effectivement, on privilégiera aujourd'hui le terme de personne handicapée ou de personne en situation de handicap. Parce que si je dis un handicapé, on met l'accent sur la déficience, on met l'accent sur le handicap, alors que dans l'autre formulation, on met l'accent sur la personne, sur la situation de handicap. Avant tout, je suis une personne. Donc, effectivement, c'est important de parler de personne handicapée ou de personne en situation de handicap. Pareil, quota de 6% ou taux de 6%. Aujourd'hui, vous savez que toute collectivité de plus 20 ETP, dans son effectif, doit recenser en fait les personnes à hauteur de 6% bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, on peut entendre parfois parler de quota de 6%. Bon, c'est un côté un peu négatif, le quota, comme si on devait absolument… Enfin, c'est le cas, on doit… Voilà, mais ce n'est pas une obligation, puisqu'on peut aussi contribuer en ayant justement… en contribuant en fait au fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Donc, on privilégiera plutôt le terme de taux de 6% plutôt que de quota, qui fait un peu discrimination positive. En faveur des personnes handicapées ou en direction des personnes handicapées, là aussi, on choisira plutôt le terme de en direction des personnes handicapées plutôt qu'en faveur, parce qu'en faveur, ça induirait qu'on offre justement des avantages aux personnes en situation de handicap, alors qu'on s'adresse directement à elles. Et ça fait lien avec le dernier terme, avantage à se déclarer ou intérêt à se déclarer. On privilégiera plutôt l'expression intérêt à se déclarer, puisqu'encore une fois, avantage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a quelque chose de plus ou de moins par rapport à une autre, alors qu'on va plutôt parler de reconnaissance intrinsèque par rapport à la personne et de bénéfices pour elle. Donc, on parlera plutôt d'intérêt à se déclarer plutôt que d'avantage pour éviter, encore une fois, cette notion de comparaison par rapport aux autres. Alors, les bonnes pratiques institutionnelles, si on parle d'accompagnement spécifique, les bonnes pratiques institutionnelles, je dirais que c'est la formation des encadrants. C'est déjà de former effectivement les managers à pouvoir accueillir, parler, organiser le travail autour de ces problématiques-là. C'est de maintenir un lien aussi avec les agents pendant leur arrêt de travail pour pouvoir anticiper les situations, accompagner. C'est préparer le retour à l'emploi par l'étude de l'adaptation du poste de travail. C'est envisager un retour de travail progressif, par exemple par le temps partiel thérapeutique ou par les adaptations de tâches. Plus effectivement quelqu'un va être coupé du milieu du travail, plus ça va être compliqué. Patrice le disait, il y a des personnes qui connaissent, les personnes en situation de handicap ont toujours connu un taux de chômage plus important, du fait, d'une part, des difficultés d'accès à la formation, etc., mais aussi souvent parce que, comme je l'ai déjà dit, le handicap, la plupart du temps, s'acquiert au cours de la vie. Et quand il s'acquiert au cours de la vie, il y a une espèce de période de deuil nécessaire, qui est une période, en fait, un peu de latence dans laquelle la personne ne va pas être en action, ne va pas être en recherche d'emploi, etc. Donc, c'est une période dans laquelle, effectivement, la personne a besoin de se recueillir, de reconstruire de nouveaux repères, et dans laquelle elle est, entre guillemets, inactive. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce temps nécessaire. Mais à un moment donné, il y a une période où il est important d'accompagner, c'est pour ça qu'il est important de garder le lien avec les agents, et puis d'accompagner ces personnes-là, même au cours de l'arrêt. C'est pas au moment où on a un avis de reprise qu'il faut se pencher sur la reprise, finalement. Et malheureusement, parfois, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais on peut anticiper les situations et c'est ce que l'on conseille. La préparation et l'association du collectif de travail, parce que bien que des fois, on ait tout pensé en termes d'aménagement de poste, etc., finalement, qu'est-ce qui capote à moyen terme? C'est l'intégration de la personne au sein du collectif. Donc ça aussi, c'est très important, c'est d'avoir un regard systémique sur les situations en englobant effectivement
le collectif de travail, puisque bien souvent, c'est une réflexion autour de l'organisation globale et finalement aussi les réflexions qu'on a autour de l'aménagement de poste pour la personne souvent bénéficient et impactent le travail des autres. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut avoir une approche vraiment globale de prévention autour de la prévention de la santé pour le collectif de travail. Et enfin, le suivi régulier de la situation de l'agent. Ce n'est pas parce qu'il a repris qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je dirais que ça, le suivi régulier, c'est pour tout le monde, en fait, que ce soit pour une personne en situation de handicap ou pas. Merci Julie. Juste une petite information, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Ah, Je d'accord. voudrais qu'on laisse un petit peu de place aussi aux questions et je me fais un peu le garant du temps. Il va nous rester 5 minutes Ouais. pour l'ensemble. Donc, simplement sur du coup, la prochaine partie, comment les collectivités peuvent agir en collaboration avec des acteurs spécialisés, reconnus, en partenariat. Si tu peux nous en dire un petit mot rapide pour qu'on puisse laisser le Oui, de temps. toute façon, ouais, je te remercie, Patrice. Donc, juste là, de toute façon, je ne vais pas en parler plus que ça. Sachez que voilà, monter des partenariats, c'est hyper important parce que voilà, qu'on soit une petite ou une grosse collectivité, déjà les petites collectivités n'ont pas forcément les ressources en interne et les grosses collectivités, même si elles ont des ressources en interne, elles s'associent de toute façon fréquemment à des partenaires extérieurs compétents pour pouvoir agir sur les situations. Donc là, on vous a mis un panel de logos pour vous illustrer les partenaires. Donc le FIPHFP, évidemment, qui est le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, qui finance tout un tas d'aides possibles. Les centres de gestion, qui en général ont conventionné d'ailleurs avec le FIPH et qui ont souvent à disposition des ergonomes, des psychologues du travail, qui délivrent un certain nombre de choses. Voilà. La GFIP, qui est le pendant du FIPH-FP pour les agents de contrat de droit privé. Les Cap Emploi, qui peuvent vous aider à trouver des personnes en situation de handicap dans le cadre de vos recrutements, mais qui peuvent aussi vous aider sur d'autres prestations d'insertion et de maintien dans l'emploi. Les COMED, donc qui sont un peu à part et qui accompagnent en fait dans l'insertion des personnes dès l'hospitalisation. Les SAMET, qui sont des services d'aide au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et qui aussi ont des ergonomes, qui ont tout un tas de professionnels qui peuvent intervenir pour faire des études de poste, pour accompagner au maintien de l'emploi. Et nous, puisqu'on accompagne également les collectivités clientes dans l'aménagement de poste, leur classement des personnes en situation de handicap. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre connaissance de vos partenaires locaux, au-delà des grands partenaires que je viens de vous évoquer, pour pouvoir vous doter en fait des compétences nécessaires pour pouvoir favoriser le maintien dans l'emploi. Et puis, encore une fois, pour tout ce qui est sensibilisation, par exemple, il y a tout un tas d'assauts, de cabinets spécialisés qui font de la sensibilisation autour de ça, dont Sofexis, d'ailleurs, je le rappelle, avec la réalité virtuelle, qui est une expérience souvent ludique, immersive et très parlante, en fait. Très rapidement, en fait, on rentre dans le sujet et c'est très intéressant. Voilà. Merci Julie. Parfait. C'est très clair. Je vois un peu le chat de discussion avec les échanges. Donc, a priori, le message a été bien entendu. Je vous propose maintenant de prendre quelques minutes parce qu'on arrive quand même rapidement sur les 3/4 d'heure. C'est un format assez court que l'on propose. Alors, on va vous prendre quelques questions. Peut-être une première question qui est revenue à plusieurs reprises. Julie, donc je te la pose. Un agent avec une RQTH peut-il bénéficier d'autorisation d'absence pour bénéficier des soins liés à sa situation de santé? Ouais. Alors, sachant que je pense qu'on apportera des précisions parce que moi, je n'ai pas envie de dire de bêtises et peut-être qu'il faudrait que je me rapproche des juristes pour avoir précisément les réponses. Et on fait toujours ce travail-là. Après webinaire, on répond à toutes vos questions. Mais je dirais que comme ça, a priori, je dirais que oui, dans le sens où pour moi, après, je pense que c'est surtout la confiance que l'agent va tisser avec sa collectivité, son responsable, etc. Il faut-il déjà que le responsable soit au clair et soit au courant, en fait, que l'agent a une RQTH ou qu'il a un handicap ou une pathologie particulière qui nécessite des fois des rendez-vous médicaux ou des absences. Mais bon, précisément, là, je ne m'avancerai pas sur les droits, etc., d'autorisation d'absence.
Faut que je me renseigne là, auprès des juristes, parce qu'en plus, avec le statut, etc., il y a toujours des choses particulières. Voilà. Après, je sais comment dire, le fait de bénéficier d'une RQTH, en termes de prise en charge justement des absences, souvent il y a des facilités parfois, mais après, ça ne s'ouvre pas droit à de nouvelles absences, je ne crois pas. Hein. Ok. Donc de toute façon, comme tu le disais, Julie, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Hein, on vous fera parvenir via un envoi de mail la présentation de ce jour, toutes les questions. Juste une petite question là. Enfin, il y a eu pas mal de commentaires sur la vidéo d'introduction qui a priori a plu. D'accord. Vous avez la réponse dans le chat. Cette vidéo a été faite par le conseil Oui. départemental de la Sarthe et était accessible sur YouTube. Oui. Voilà. Sinon, de toute façon, on est à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. Ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire, à moins que Julie, tu veuilles rajouter un petit mot de quelque chose en particulier sur un Mot de la sujet. fin. Non, j'avais pas de mot particulier. Juste, du coup, effectivement, il y a cette vidéo qui existe. Ceci dit, il y en a plein d'autres et c'est des bons outils, effectivement, de sensibilisation. Donc, faut pas hésiter, effectivement, à les consulter et à prendre ce qui vous paraît le plus adapté à votre contexte. Très bien. Merci encore à toutes et tous pour votre écoute et pour votre confiance, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ce type de webinaire. On le constate tous les mois. Merci Julie pour la qualité de ton intervention. Merci, Patrice. Kili, merci également pour ton accompagnement technique, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient quelques difficultés techniques pour se connecter. Bon après-midi à toutes et tous. À très bientôt sur notre prochain webinaire qui aura lieu le 13 décembre prochain et qui nous parlera d'ergonomie au travail. Bon après-midi à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.